Donc je vais pouvoir commencer. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Je remercie également Pierre Rosenberg de m'avoir invité à contribuer à ce cycle consacré à la peinture française du XVIIe siècle jusqu'à Watteau, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Alors j'ai un retour de ma voix, je ne sais pas si on m'entend bien, c'est un peu particulier parce que j'ai un écho un peu spécifique depuis le bureau. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, merci. Donc, je remercie également Pierre Rosenberg, non seulement de m'avoir invité à contribuer à ce cycle, mais également de m'avoir invité à parler d'un artiste qui lui est particulièrement cher, le peintre qu'il considère être le plus grand des peintres, le plus grand peintre de l'histoire de la peinture, et je crois partager le même sentiment que lui, c'est-à-dire Nicolas Poussin. Alors, lorsque l'on évoque Nicolas Poussin, le nom de Nicolas Poussin vient à l'esprit assez spontanément l'autoportrait du musée du Louvre, le tableau réalisé en 1650. Nicolas Poussin a alors 56 ans. Et ce tableau est l'icône du peintre philosophe. Austère, sévère, vous voyez, le regard impérieux. C'est le peintre nourri aux sources de la pensée néo-stoïcienne. Et associé à ce tableau, on songe également à toute une série de grands chefs-d'œuvre réalisés durant la période de maturité de Nicolas Poussin, c'est-à-dire durant les années 1640, 1650. On songe à la mort de Saphir, du Louvre. On songe également à cet autre chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, le Testament de Damidas. On songe encore, je les passe très vite, vous voyez, ces grands chefs-d'œuvre. On songe au Moïse foulant aux pieds la couronne de Pharaon, un grand chef-d'œuvre toujours en collection privée. Et enfin, autre tableau éminemment célèbre, Eliezer et Rebecca du Louvre. Autant de chefs-d'œuvre qui invitent le spectateur à méditer les valeurs de la morale antique, à méditer également la vanité des choses d'ici-bas, à méditer l'avènement du Rédempteur, à méditer encore la toute-puissance de la providence divine. Je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces iconographies. Grands chefs-d'œuvre qui traduisent aussi le Raphaël de la France, la capacité de Nicolas Poussin à inventer une nouvelle esthétique qui fera florès en France. Nicolas Poussin, c'est depuis le XVIIe siècle considéré comme le peintre, le Raphaël de la France, le fondateur du classicisme. Il va jouer un rôle très important, effectivement, dans la création d'une identité française associée au classicisme. Alors, je ne voudrais pas évoquer aujourd'hui ce Nicolas Poussin. Ce Nicolas Poussin, c'est le Poussin de la vieillesse, aussi curieux que ça puisse paraître. Lorsque j'évoquais l'autoportrait de 1650, Nicolas Poussin a 56 ans. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, 56 ans est considéré être vieux. On est vieux à partir de 50 ans. Moi, je rentre dans la catégorie des vieux. Et, et lorsque l'on évoque cette peinture, elle appartient non seulement à la période de maturité de Nicolas Poussin, mais plus spécifiquement même à la période de la vieillesse de Nicolas Poussin, aussi curieux que ça puisse paraître. Ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est un autre Nicolas Poussin, le Nicolas Poussin de la jeunesse. Nicolas Poussin va développer, durant ses premières années à Rome, il arrive à Rome en 1624, et jusqu'au début des années 1630, il va développer une peinture tout à fait différente, voire même opposée, très singulière, très audacieuse, voire même licencieuses. Certains tableaux vont être détruits en raison de leur audace iconographique. Durant 10 ans, Nicolas Poussin va consacrer son pinceau à relater les amours des dieux. Il va vouloir mettre en scène le plaisir des sens, la joie, l'allégresse, l'ivresse, la beauté des corps, la beauté de la chair, les pulsions sexuelles, autant de thèmes que l'artiste va aborder abondamment entre 1624, son arrivée à Rome, jusqu'au début des années 1630. Je vous présente, vous voyez ici la Vénus épiée par deux bergers, vous voyez, tableau tout à fait extraordinaire, mais aussi extrêmement érotique. Il faut savoir qu'une telle peinture ne pouvait pas, vous voyez, être présentée dans une boutique et accessible au plus grand nombre. C'est une peinture licencieuse en raison, vous voyez, de son caractère éminemment érotique, mais je pourrais vous présenter bien d'autres tableaux qui traduisent cet érotisme. Songeons, là c'est un érotisme comme plus modéré, mais néanmoins tout à fait audacieux, la Vénus et Adonis de Wordsworth. Vous voyez cette Vénus qui se déploie, vous voyez, dont le corps se déploie au premier plan et dont la tête, vous voyez, est entièrement donnée à Adonis. Autre image, vous voyez, importante,
qui était utilisé pour illustrer le titre. La bacchanale devant un terme, image qui vient à nouveau traduire le bonheur, la joie, l'ivresse, les plaisirs du vin, avec à l'arrière-plan toujours cette saveur éminemment érotique. Alors je disais que c'est une peinture particulièrement tout à fait singulière, que l'artiste va développer abondamment durant 10 années, entre 1624 et le début des années 1630, une peinture qui va parfois susciter, vous voyez, des réactions vives, puisque malheureusement de nombreux tableaux importants cités dans les sources ont disparu, et qui sans doute ne réapparaîtront sans doute jamais, puisque ce sont les tableaux qui ont été détruits en raison du caractère licencieux. Alors, ces chefs-d'œuvre vont pouvoir être mis en scène bientôt, puisque avec Nicolas Milovanovic et Ludmila Virasanamiaker, donc conservatrice également au musée des Beaux-Arts de Lyon, ces chefs-d'œuvre vont pouvoir être mis en scène dans le cadre d'une exposition qui ouvrira donc en novembre prochain donc au musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc j'espère que vous aurez la possibilité de venir à Lyon admirer cette peinture à caractère érotique. Alors le propos aujourd'hui n'est pas d'évoquer cette exposition, d'évoquer cette peinture licencieuse. J'aimerais avant tout m'intéresser plus spécifiquement à trois tableaux réalisés par Nicolas Poussin à l'intention du cardinal de Richelieu. Trois tableaux à saveur érotique, trois bacchanales, tableaux qui seront achevés en 1636. Alors, je vous présente ces trois tableaux. Tout d'abord, le triomphe de Bacchus, aujourd'hui conservé à Kansas City. Le triomphe de Pan. Ce sont deux tableaux de format identique. Ils étaient exposés en pendant, de part et d'autre d'une fenêtre. J'y reviendrai. Et enfin, le dernier tableau, probablement également achevé durant l'année 1636, le triomphe de Silène. Oui. Trois bacchanales, trois sujets à la gloire de Bacchus, le triomphe de Bacchus, le triomphe de Pan et le triomphe de Silène. Alors il faut savoir que, comme je vous le disais, ces tableaux ont été commandés par le cardinal de Richelieu. Il est probable que le thème général et l'iconographie a été demandé par le cardinal lui-même. Ce n'est pas un sujet de l'invention de Nicolas Poussin. Il a inventé l'iconographie, mais le thème a été décidé par le cardinal de Richelieu. Et il destinait ces trois peintures à un lieu spécifique de son château. À compter du printemps 1631, le cardinal de Richelieu va faire bâtir sur ses terres familiales un immense château. Un château d'une très grande beauté, très ambitieux, très monumental. Vous avez ici une gravure. Je vous présente seulement une gravure parce que malheureusement ce château a été quasiment intégralement donc, détruit à la fin du XVIIIe siècle. Les travaux commencent au printemps 1631 et ils seront presque achevés à la mort même du cardinal de Richelieu, c'est-à-dire en décembre 1642. Et donc le cardinal de Richelieu va commander à Nicolas Poussin, on ignore quand a été faite la demande, probablement vers 1634, 1635, il va commander donc à Nicolas Poussin trois bacchanales pour orner l'un des lieux principaux de son château, le cabinet du roi. Cabinet du roi. Alors, ce cabinet était situé à l'articulation. Alors c'est difficile parce que malheureusement, je n'ai pas de manière de vous indiquer le lieu spécifique, mais il est situé à l'articulation du corps principal et de l'aile droite du château. Cabinet du roi, orné de grands chefs-d'œuvre de la peinture, puisque dans ce cabinet étaient exposées 4 peintures de la Renaissance italienne que Richelieu avait acquis à la fin des années 1620. Tableau tout à fait prestigieux puisqu'il provenait du démembrement du cabinet d'Isabelle d'Este, où il y a un ensemble de chefs-d'œuvre de première qualité, des œuvres de Lorenzo Costa, des œuvres du Pérugin et surtout 2 œuvres majeures de Mantegna, Mars et Vénus. Ce tableau était donc à Richelieu au XVIIe siècle, de même que autre Mantegna majeur aujourd'hui au musée du Louvre, Minerve chassant les vices du jardin de la Vertu. Ces tableaux étaient exposés, donc mis en scène dans ce cabinet du roi, et Richelieu a souhaité que cette série de 4 peintures de la Renaissance italienne soit complétée par 3 œuvres de Nicolas Poussin. Vous voyez, Nicolas Poussin qui va dialoguer en quelque sorte, vous voyez, avec les grands maîtres de la Renaissance italienne.
Alors, pourquoi s'intéresser plus spécifiquement à ces trois compositions, à ces trois bacchanales? Trois raisons, en fait, ont dicté finalement ce choix. Tout d'abord, on n'insistera jamais assez sur l'importance de ces bacchanales. Ces bacchanales sont relativement peu connues, aussi curieux que ça puisse paraître, du moins du grand public, et elles sont tout à fait importantes puisqu'elles viennent sceller les liens que Nicolas Poussin va tisser pour la première fois avec l'administration royale. C'est une commande extrêmement importante puisqu'il vient là, soudainement, tisser des liens avec l'administration royale et plus spécifiquement avec Richelieu. Et il est frappant de voir que, en quelque sorte, ces premiers liens avec l'administration royale ne se font pas sous l'autorité de la religion chrétienne, mais sous la tutelle de Bacchus, le dieu du vin, de l'ivresse et de la folie. Très étrange. Oui. Important également, la deuxième raison qui justifie mon choix, c'est que ces bacchanales ont une place toute spécifique dans l'œuvre érotique de Nicolas Poussin. Elle se situe en quelque sorte à la fin de cette période. C'est l'épilogue de cette période consacrée à la représentation de sujets érotiques. Mais quoi qu'il en soit, ces compositions, même si désormais elles ont une saveur un peu plus glacée, un peu plus froide, un peu à peu l'artiste va se détourner des références vénitiennes, se détourner de la matière au profit d'une peinture plus dessinée, au profit d'une peinture aussi nourrie aux sources de l'antique, perd un peu en chair et en matière, mais quoi qu'il en soit, ces compositions sont effectivement chargées de nombreuses références érotiques. Certains motifs, vous voyez, je pointe du doigt certains motifs. Ici, vous avez une satyresse, vous voyez, qui vient enlacer le corps d'un Sylvain, un accompagnateur de Bacchus. Là, vous avez une autre, ici, une Ménade, vous voyez, qui est également saisie, embrassée par un Sylvain. Et vous assistez à un échange de regards qui ne fait pas mystère, vous voyez, des intentions des deux protagonistes. À côté, vous avez un satyre, vous voyez, ivre, qui tente d'arracher un pot de vin. Ou encore, autre motif dans l'une des trois compositions, ici à nouveau, une Ménade, dont Poussin ne cherche pas à maquiller l'arrière-train. Vous voyez, donc il y a vraiment, dans ce tableau, une dimension éminemment érotique, parfois même ludique. Ludique, les tableaux ont une coloration presque récréative, et il faudra s'interroger sur, évidemment, cette fonction. La troisième raison qui m'a invité à choisir ces compositions, c'est qu'encore aujourd'hui, elles restent mystérieuses et complexes. Et comment se fait-il qu'on ait souhaité mettre en scène dans le château d'un dignitaire religieux, le cardinal de Richelieu, et plus spécifiquement dans le lieu consacré à la figure du prince, des tableaux qui viennent glorifier l'essence, le plaisir des sens, la sexualité également. Qu'est-ce à dire? Vous voyez, ces danses enivrées, le thème de l'ivresse aussi est récurrent dans ces compositions, et qu'est-ce à dire ces danses enivrées, même endiablées, vous voyez, dans le château du cardinal de Richelieu. Alors, il faut savoir que depuis 20 ans, alors que ces compositions auparavant avaient suscité peu d'intérêt, depuis 20 ans, elles suscitent l'intérêt des historiens de l'art. Vous avez de nombreux articles qui ont été consacrés à ces trois compositions depuis 20 ans. Et je voudrais simplement, il ne s'agit pas de refaire un point bibliographique sur ces peintures, mais je voudrais signaler deux textes, deux analyses particulièrement brillantes, particulièrement aussi convaincantes, qui ont donc été consacrés à cette série de tableaux. D'une part, l'étude de Delphine Bastet, étude iconographique des bacchanales à Richelieu de Nicolas Poussin, publiée en 2006 dans la revue Studiolo, et une autre étude, 6 années plus tard, cette fois-ci réalisée par un chercheur anglais, Brandon Cole, Le masque de Dionysos, une réinterprétation du triomphe de Pan de Poussin, publié dans une revue étrangère, en 2012. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux études sont extrêmement fournies, extrêmement abouties, comme je vous dis, très brillantes, et elles aboutissent à des conclusions non pas seulement sensiblement différentes, mais divergentes. Donc, intéressant de voir, vous voyez, que l'un et l'autre vont proposer avec moult références, moult argumentations, une interprétation tout à fait différente de ces bacchanales. Alors,
Que propose Delphine Bastet? Elle va considérer, en s'appuyant sur ces sources iconographiques et des sources littéraires, et de manière extrêmement efficace, et de manière extrêmement convaincante, que ces bacchanales doivent se comprendre dans un sens avant tout politique. Politique, le triomphe de Bacchus serait en quelque sorte une image cryptée de Louis XIII victorieux. Ce serait derrière ce triomphe de Bacchus, revenant des Indes, c'est le sujet, vous voyez, évidemment relaté dans les sources mythologiques, Bacchus qui avait quitté l'île de Naxos, qui avait abandonné la belle Ariane pour engager une campagne militaire dans les Indes. Il va être victorieux en Inde, il va quitter les Indes pour retrouver celle qu'il aime. Et là, c'est le cortège bachique, le triomphe de Bacchus, victorieux des Indes, et selon Delphine Bastet, et à juste titre, considère qu'effectivement cette iconographie viendrait mettre en scène en quelque sorte les triomphes de Louis XIII, le roi guerrier, victorieux, qui désormais va pouvoir retourner sur ses terres en temps de paix. La guerre qui permet la paix. La réjouissance, vous voyez, la bacchanale dite de Pan, lieu de réjouissance, d'abondance, d'allégresse, évocation de la paix. La guerre contribuant à la paix. Voilà ce que propose, de manière extrêmement résumée, Delphine Bastet, et également de manière extrêmement convaincante. En revanche, l'historien anglais propose une toute autre interprétation de ces bacchanales. Il met tout d'abord en évidence le caractère éminemment érotique. À juste titre, il pointe du doigt l'importance des références érotiques. Il y a beaucoup de questions d'amour. Regardez, notez que le char de Bacchus est conduit par Cupidon, par l'amour. Il va retrouver celle qu'il aime, il va retrouver la belle Ariane. De même que le triomphe de Pan est abondamment chargé en références érotiques. Et dans le cadre de son analyse, d'une part, il conteste l'identification de la figure de Pan dans le triomphe de Pan. Il met en évidence que ce n'est pas Pan, mais Bacchus. Bacchus, ce n'est pas le triomphe de Pan. D'une part, ce n'est pas, selon lui, je parle ici de la composition qui est ici à gauche de vous, donc ce n'est pas le triomphe de Pan, c'est cette figure qui est au cœur, cette stèle, vous voyez, qui est au cœur de la composition, ce n'est pas Pan, mais Bacchus. Première chose, il explique les raisons pour lesquelles ce motif ne peut pas être associé à Pan, mais à Bacchus. Et ce n'est pas un triomphe, c'est un sacrifice à Bacchus. Et dans un deuxième temps, il va mettre en évidence une interprétation, il a proposé une interprétation très morale de ces deux iconographies. Selon lui, le triomphe de Bacchus représenterait l'amour pur, l'amour noble. Et Bacchus qui va retrouver Ariane, et il faut savoir effectivement que dans la tradition iconographique, Bacchus et Ariane sont le modèle du couple, le modèle de l'amour pur. Bacchus qui va offrir à Ariane la couronne gnosienne. En revanche, la composition qui lui fait face représenterait non pas l'amour pur, mais précisément la lascivité, les pulsions sexuelles, l'amour impur. Deux sujets qui méditent l'amour, la toute-puissance de l'amour, mais d'une part à gauche ou à droite pour moi, d'une part le triomphe de Bacchus, évocation de l'amour pur, et de l'autre côté, le triomphe de Pan, ou plus spécifiquement le sacrifice à Bacchus, selon Cole, évocation de l'amour impur. Il y a deux interprétations radicalement différentes, très différentes. Alors, qu'est-ce à dire? Comment se prononcer vis-à-vis de cette série iconographique tout à fait importante dans l'œuvre de Nicolas Poussin? J'insiste sur l'importance de cette série dans l'œuvre de Poussin, mais néanmoins une série qui résiste aux interprétations, puisque vous voyez que ici deux éminemment chercheurs aboutissent à des conclusions radicalement opposées. Alors, j'aimerais effectivement m'arrêter sur ces images, sur ces trois peintures, et tenter, dans le temps qui nous est donné, de les étudier et de donner sens, effectivement, à ces trois triomphes. Alors, pour arriver à les comprendre, ça suppose, d'une part, et c'est ici la structure générale de mon développement, cela suppose, d'une part, dans un premier temps, de replacer ces compositions dans l'œuvre même de Nicolas Poussin, le peintre
de l'éros, le peintre de l'amour charnel. Replacer également dans un deuxième temps ces compositions de manière plus générale. Le travail n'a pas été fait alors qu'il est essentiel dans le programme iconographique du château, puisqu'il faut savoir que ces images en fait trouvent place dans un programme iconographique beaucoup plus développé. Et dès lors qu'on replace ces images, ces peintures dans ce contexte iconographique, on parvient à effectivement dégager des éléments qui permettent de mieux comprendre ce cycle. Et enfin, le dernier temps, j'aimerais aussi étudier l'ensemble des dessins, on le verra, le travail de gestation de l'artiste, puisqu'on a la chance de conserver de nombreux dessins préparatoires à ces compositions. De manière générale, beaucoup des dessins de Nicolas Poussin ont été perdus, les bacchanales sont l'une des rares compositions pour lesquelles, effectivement, nous avons des dessins préparatoires. On conserve un peu plus d'une dizaine de dessins préparatoires, et ces dessins sont tout à fait importants et intéressants, puisqu'ils permettent à nouveau de mieux comprendre, en fait, effectivement, le sens que l'on pourra donner à ce cycle peint. Étudier à la fois les dessins préparatoires, mais également les sources iconographiques que l'artiste a pu utiliser. Et on verra à nouveau que ce soit les dessins ou les sources iconographiques utilisées par l'artiste, on verra que l'artiste à nouveau puise ses références dans un univers éminemment érotique. Le thème de l'amour, de la sexualité, du désir, même de la concupiscence, est extrêmement présent, on le verra dans ces dessins préparatoires. Alors, j'aimerais, comme je vous le disais, dans un premier temps, replacer ces compositions dans l'œuvre érotique de Nicolas Poussin. Alors, pour mémoire, Nicolas Poussin est né aux Andelys en 1594, donc à la fin du XVIe siècle, en Normandie. Malheureusement, on connaît mal les débuts de Nicolas Poussin, en manque d'éléments biographiques, de documents. On ne connaît pas d'ailleurs les conditions de sa formation. C'est seulement qu'il est apparu au début des années 1610, qu'il travaille dans l'atelier, dans un premier temps, dans l'atelier de Georges Lallemand, puis dans celui de Ferdinand L. Il va rapidement vouloir évidemment prolonger sa formation en Italie. Tous les artistes ambitieux au début du XVIIe siècle, vous l'avez vu avec Simon Vouet, souhaitent prolonger leur formation au contact des grands modèles italiens. Nicolas Poussin donc va tenter de rejoindre Rome. On a trace d'une tentative d'établissement en Italie durant les années 1617-1618. Il y a une certaine incertitude, vous voyez, sur la date, mais effectivement, il y a, en tout cas selon le récit des premiers biographes, un projet de voyage en Italie. On sait qu'il serait arrivé jusqu'à Florence, mais pour des raisons inconnues, l'artiste ne parvient pas à rejoindre Rome et il va revenir en France et il va tenter un deuxième voyage en Italie, plus tard, en 1622. Il va quitter Paris, il va arriver à Lyon, et durant son séjour lyonnais, il va réaliser un tableau. C'est le tableau que je vous présente, La mort de Quenet. C'est un tableau qui a été réalisé à Lyon en 1622. Il n'y a aucun doute sur l'attribution à Poussin, il n'y a aucun doute également sur la date. Vous voyez, c'est un tableau qui se situe avant le séjour romain de Nicolas Poussin, qui tente, vous voyez, de rejoindre l'Italie, étape importante. Et ici, premier chef-d'œuvre, c'est le premier tableau connu de Nicolas Poussin. Vous voyez, donc c'est très important, 1622, gardez en mémoire La mort de Quenet, et tableau d'une étonnante iconographie. Je ne vais pas insister, vous voyez, effectivement, sur le caractère extrêmement audacieux de la composition. Alors, de quoi s'agit-il? La mort de Quenet, c'est un sujet tiré des Métamorphoses d'Ovide. La source, c'est à nouveau la poésie antique. Quenet a le grand défaut de se croire extrêmement belle, très belle, effectivement. C'est une jeune fille d'une beauté supérieure. Elle suscite la convoitise des dieux, notamment d'Apollon et de Mercure. Vous avez ici, à ses côtés, deux enfants qui sont issus de ses amours avec Apollon et Mercure. Et elle est persuadée de sa grande beauté. Elle estime être même plus belle que Diane. Mécontentement de Diane. Vous voyez comment cette femme ose-t-elle prétendre être plus belle que moi? Diane arrive, vous voyez, elle prend une flèche, elle décoche avec son arme, une flèche sur le visage même de Quenet, et Quenet meurt subitement. Et mort de Quenet qui se prétend être la plus belle, à tort, vanité,
punition divine, Diane met à mort Quenet. Désespoir du père, vous voyez que l'artiste veut traduire au premier plan, tel désespoir, désespoir tellement intense que son père, Dédalion, va souhaiter se suicider. Et à l'arrière-plan de la composition, vous voyez ici une figure, c'est en fait une figure qui vient évoquer le suicide de Dédalion, le père de Quenet, désespéré de perdre sa fille, celle qu'il aimait tant, va souhaiter se mettre à mort, mais les dieux ne souhaitent pas qu'il se mette à mort, ne souhaitent pas sa mort, et donc ils vont métamorphoser Dédalion en épervier. Vous voyez, il s'apprête à se jeter dans un précipice, et métamorphose, Dédalion devient un épervier, et donc ne mourra pas. Métamorphose. L'artiste, vous voyez, va chercher à traduire le texte ovidien, il va représenter, vous voyez, les temps de la tragédie, en quelque sorte, la beauté de Quenet, la colère de Diane, le désespoir du père, vous voyez, jusqu'au suicide. Mais l'artiste aussi va vouloir mettre en scène l'extrême beauté du corps de Quenet. Vous voyez que l'artiste va insister sur la sensualité des formes de Quenet, et en 1622, je peux vous assurer que c'est un tableau tout à fait singulier si on le replace dans l'histoire de la peinture française. Tableau d'une grande audace en raison du caractère éminemment sensuel dans la représentation de Quenet, frontal, corps mort, mais corps qui suscite, vous voyez, un désir de chair, notamment auprès, vous voyez, des dieux, que ce soit Mercure ou Apollon. Donc, le premier Poussin que l'on connaisse, vous voyez, c'est un Poussin éminemment érotique, hein, bien loin des premières compositions, vous voyez, que j'ai pu vous montrer. Durant ces mois à Lyon, en 1622, alors qu'il s'apprête, vous voyez, à cheminer vers l'Italie, il est informé qu'à Paris, on va bientôt célébrer la canonisation, d'une part, de saint Ignace de Loyola et de François Xavier. S'ouvrent nécessairement des marchés de peinture à Paris, donc il renonce à prolonger son séjour à Lyon, puis cheminer vers l'Italie. Il quitte Lyon et revient à Paris. Effectivement, il va aussitôt bénéficier de commandes, notamment de la part du Collège des Jésuites. Il va réaliser différentes compositions religieuses et il va susciter la curiosité et l'attention d'un grand personnage à la cour de France, le poète, le cavalier marin. Giambattista Marino va être informé de la singularité de ce peintre, l'originalité de ce peintre, capable effectivement de réaliser des compositions de manière particulièrement étonnante, voire singulière. Et selon les récits des premiers biographes, le Giambattista Marino, le cavalier marin qui œuvre à la cour de France, à la gloire de Marie de Médicis, va appeler à ses côtés Nicolas Poussin, le jeune peintre, et va lui demander de réaliser des dessins dont il lui donnerait les sujets, si l'on en croit en tout cas les récits rapportés par les premiers biographes de Nicolas Poussin. Cette rencontre est extrêmement importante pour la formation de Nicolas Poussin. On n'insistera sans doute jamais sur l'importance de cette rencontre entre le jeune peintre Nicolas Poussin et le poète de notoriété internationale, Giambattista Marino. Alors nous sommes en 1623 et c'est l'année même où le cavalier marin, Giambattista Marino, va achever son grand œuvre, La Donne. La Donne, texte poésie, texte poétique de première importance dans l'histoire de la poésie. C'est l'un des poèmes les plus volumineux, c'est 40 000 vers, 20 chants, 40 000 vers. Et ici, Giambattista Marino va chanter les amours de Vénus et Adonis. Long poème à la gloire de l'amour, entre Vénus et Adonis. Et lui-même, d'ailleurs, va d'emblée, il le dit dès l'introduction de son texte, il va chanter les amours de Vénus et d'Adonis grâce à l'inspiration même de Vénus. C'est le souffle de Vénus qui va inspirer ce chant poétique. Donc, texte très important, texte chargé en références licencieuses, raison pour laquelle ce texte, publié en 1623, sera mis à l'index par l'administration pontificale en 1627. Dès 1624, le texte pose problème à l'administration pontificale en raison de nombreux passages à caractère érotique jugés trop licencieux, et ce texte sera mis à l'index.
Donc, rencontre très spécifique, très particulière entre Nicolas Poussin et Giambattista Marino. Et comme je vous le disais, les textes anciens rapportent que Nicolas Poussin aurait réalisé aux côtés de Giambattista Marino, inspiré par Giambattista Marino, une série de dessins illustrant la poésie ovidienne. Dans les faits, effectivement, on a la chance de conserver un recueil, le recueil Massimi, un recueil d'une quinzaine de dessins, illustrant effectivement des épisodes, principalement des épisodes des Métamorphoses d'Ovide, et des sujets parfois effectivement à coloration éminemment érotique. Je vous présente 3 de ces feuilles. Aujourd'hui, le recueil est conservé donc, dans les collections de la Reine d'Angleterre. On voit réapparaître le thème de la mort de Quioné, thème qu'il avait précédemment développé, vous voyez, à Lyon. Polyphène, épiant Assis et Calathée, iconographie extrêmement rare, puisque ici, vous voyez donc à l'arrière-plan une scène de copulation, d'accouplement. C'est extrêmement rare, vous voyez, de représenter de telles scènes, que ce soit dans le dessin ou en peinture. Vous voyez Polyphène, vous voyez le regard, vous voyez, noir, sombre, hein, ce n'est pas ici le regard d'un voyeur, il est tout à fait désespéré. Polyphène aime la belle Galatée, malheureusement la belle Galatée n'aime pas Polyphène, elle aime Assis. Et donc ici vous avez sur le visage de Polyphène son désespoir, sa colère, hein, sa fureur, qui va l'amener précisément justement, en raison de sa passion amoureuse, va l'amener à tuer Assis. Iconographie clairement licencieuse. On a longtemps pensé que peut-être ce recueil était destiné à la publication, destiné à un travail éditorial, et à juste titre, un historien de l'art, Lorenzo Pericolo, a mis en évidence qu'il était peu probable que ces images, dont certaines sont particulièrement licencieuses, pouvaient être destinées à être reproduites en gravure. Autre image, tout à fait singulière, qui appartient à cet ensemble, la naissance de Priape. Le Priape, vous avez Vénus ici, vous voyez allongée sur son lit, au premier plan Bacchus, son amant, et de leur rencontre, de leur enlacement, naîtra un enfant, Priape. Priape, c'est le fils de Vénus et de Bacchus. Et l'artiste ne va pas maquiller, vous voyez, la particularité de Priape. Il va mettre en évidence, vous voyez, ce sexe hors norme de Priape qu'on considère d'une très grande laideur. Mais l'artiste, vous voyez, ne cherche en rien, vous voyez, à maquiller la déformation de Priape. Sujet à nouveau tout à fait singulier, tout à fait particulier. Et donc, il est frappant de voir, vous voyez, que Nicolas Poussin, avant même d'arriver à Rome, va développer, vous voyez, à Paris, que ce soit à Lyon et à Paris, en 1622, puis en 1623, des iconographies tout à fait singulières où l'on voit des motifs d'un érotisme particulièrement singulier. Alors comment, vous voyez, comment interpréter, vous voyez, la place que Poussin accorde à cet univers érotique? Nous sommes ici, là je vous présente un tableau très peu connu, qui a posé des problèmes d'attribution, alors que de manière certaine, il s'agit d'une œuvre de Nicolas Poussin, le Triomphe d'Ovide, ou encore l'allégorie en l'honneur du cavalier marin. Et c'est un tableau qu'il faut situer au début de l'année 1624, à un moment même où Nicolas Poussin arrive à Rome. Comme je vous le disais, on n'insistera jamais sur le rôle essentiel qu'a pu jouer le cavalier marin sur l'œuvre, mais aussi la carrière de Nicolas Poussin. Il y a une véritable entente entre le peintre et le poète. Manifestement, le poète a joué un rôle très important dans non seulement les thèmes que l'artiste a pu développer, mais aussi dans la conception qu'il se fera de la création. Et c'est la raison pour laquelle les liens entre le poète et le peintre sont de première importance. Et ce tableau le dit en quelque sorte. C'est un tableau tout à fait singulier. Nicolas Poussin, grâce d'ailleurs à l'aide du cavalier marin, va quitter Paris, comme il le souhaitait depuis très longtemps, veut rejoindre l'Italie, Rome plus spécifiquement, et on sait que Nicolas Poussin arrive au printemps 1624. Que peint-il? À nouveau, problème de datation, pour arriver à restituer le corpus des débuts de Poussin à Rome.
Je crois que l'un de ses premiers tableaux est précisément ce tableau que vous voyez. Tableau, comme je vous disais, méconnu en raison aussi de sa faiblesse technique. C'est un tableau qui est usé, c'est un tableau qui traduit aussi une certaine faiblesse technique. Nicolas Poussin ne fait qu'arriver à Rome. Et tableau, néanmoins, tout à fait passionnant. Alors, que voyons-nous au cœur de la composition? Le poète. Le poète, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une représentation du cavalier marin. Nicolas Poussin arrive à Rome et veut faire hommage à celui qui lui est cher, le cavalier marin. Le cavalier marin, habillé à l'antique, couronné, conformément à la tradition de la représentation du poète, et vous voyez que l'un de ses bras, son coude, repose sur 2 livres, et ces 2 livres, en fait, on sait précisément ce qu'ils sont, puisque vous avez les titres de livres sur la tranche. Ce sont 2 livres majeurs d'Ovide, d'une part les Amours et d'autre part l'Art d'aimer. On sait que le cavalier marin vouait un culte tout spécifique à l'endroit d'Ovide, le poète de l'amour, et Nicolas Poussin vient rappeler que le cavalier marin, en quelque sorte, crée, pense, s'inspire en s'appuyant sur la poésie antique et plus spécifiquement sur l'œuvre poétique d'Ovide. Il tient dans l'une de ses mains, il brandit un rameau de myrte, donc végétal, associé à la figure de Vénus, la déesse de la beauté. Et autour de lui, vous voyez un essaim de poutis, des couples de poutis qui s'amusent, qui jouent autour du poète. Au premier plan, de poutis qui jouent à la balle. D'autres s'amusent, vous voyez, avec des flèches à tenter de percer un cœur qui est situé dans le ciel. D'autres encore lancent des étincelles. Vous voyez, une iconographie un peu particulière. Et au premier plan, plus spécifiquement, vous voyez à l'un des angles, vous voyez une figure féminine. De quoi s'agit-il? C'est Vénus. Vénus, vous avez les colombes de l'amour au premier plan. Vénus endormie. L'un des poutis tête à même le sein. Et ce poutot se nourrit du lait de Vénus, tandis qu'un autre est en train d'affûter sa flèche sur donc, une pierre en utilisant le lait même de Vénus. Vous avez un jet, depuis le téton de Vénus, vous avez un jet de lait et le poutot va affûter sa flèche en utilisant le lait de Vénus. Qu'est-ce à dire? Vous voyez, qu'est-ce à dire, évidemment, cette iconographie particulièrement étrange. On a ici le sentiment que Nicolas Poussin, conformément à la pensée du cavalier marin, que Nicolas Poussin considère que Vénus est à la source de toute chose. Pas de création, pas d'invention, pas de trait de génie, pas d'étincelle de génie, pas d'amour, rien. Vous voyez, pas d'inspiration, nulle création, nulle poésie sans Vénus, sans l'inspiration, sans le lait de Vénus. Ce qui est intéressant, c'est que le motif de Vénus, à la fois, est emprunté directement à un célèbre tableau de Titien. Vous voyez cette Vénus à l'anguille au premier plan. Vous avez donc ici un motif tiré d'une composition extrêmement célèbre de Titien, la Bacchanale des Andriens. Ce tableau se trouvait précisément à Rome au début du XVIIe siècle, dans la collection Aldobrandini. Nicolas Poussin a vu ce tableau. Voici le tableau donc intégralement. Poussin va arriver à Rome, vient méditer les grands modèles de la peinture vénitienne, Titien, des grands poètes de l'érotisme, un des grands peintres de l'érotisme, et il va citer spécifiquement l'un des chefs-d'œuvre de Titien. Mais le motif est également inspiré d'une autre source, l'une des gravures qui illustre le songe de Polyphile. C'est un texte éminemment célèbre au début du XVIIe siècle. C'est évidemment un texte majeur de la Renaissance italienne, le songe de Polyphile. Il a été donc traduit en langue française, illustré. Je vous présente donc l'édition française, illustrée donc de 1554. Alors c'est un très beau récit sur l'amour, le songe de Polyphile. Polyphile, donc Polyphile qui aime Polia, il va rechercher celle qu'il aime, la belle Polia. Et donc c'est un texte à caractère initiatique qui vient rappeler la toute-puissance de l'amour. Polyphile donc, va aller sur les terres de Vénus, sur l'île Cythère, et il va devoir subir un certain nombre de rites initiatiques qui peu à peu vont le conduire jusqu'à l'être aimé.
Et l'une de ses premières rencontres, dès lors qu'il va arriver sur l'île de Vénus, sur l'île de Cythère, l'une de ses premières rencontres, c'est une fontaine. Il va découvrir une fontaine, et cette fontaine, elle est décrite dans le texte donc, du Songe de Polyphile, très précisément, et ce qui va permettre à l'illustrateur de représenter cette fontaine. Que voit-il? Il découvre une fontaine d'une très grande beauté, et sur cette fontaine, il y a un bas-relief qui représente Vénus. Vénus, d'où s'écoule, depuis ses seins, de l'eau chaude et de l'eau froide. Il y a la fontaine, Vénus endormie, et de ses seins s'écoulait de l'eau. Et le poète rapporte que cette eau permettait de nourrir la terre. Il évoque la beauté des fleurs qui environnent cette fontaine, point de fleurs, point de couleurs, point de nature, vous voyez, point de verdeur, sans la fontaine, sans cette Vénus nourricière qui vient contribuer à l'épanouissement de la nature. Vous avez en grec, vous voyez en bas en bas de cette fontaine, inscrite donc dans la partie inférieure en grec, tout simplement Vénus, mère de toutes choses. Et Vénus, mère de toutes choses, c'est Vénus qui vient irriguer la nature, c'est la mère nourricière, c'est celle qui vient contribuer à la régénération de la nature, à la génération des hommes, c'est celle qui va susciter, vous voyez, aussi les convoitises. Vous avez le satyre, vous voyez, qui ne semble pas pouvoir réfréner le désir de s'approcher de la belle Vénus. Le satyre, c'est l'évocation, bien sûr, de la libido, du désir sexuel non contrôlé, le satyre. Et on voit que Poussin a médité cette image et qu'il va la remployer dans sa composition. Alors, je disais que ce tableau est important parce que non seulement il vient rendre hommage à cet ami, le cavalier marin, qui a joué un rôle très important dans l'œuvre de Poussin, mais c'est aussi pour l'artiste aussi une manière de méditer même l'origine même de la peinture. Qu'est-ce qui est à l'origine de sa peinture, en quelque sorte? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'inspiration, que ce soit chez le poète ou chez le peintre? C'est Vénus, le corps de Vénus. D'ailleurs, vous voyez que le cavalier marin brandit, comme je vous le disais, une branche de myrte, donc un motif végétal associé donc, au culte de Vénus. On a le sentiment ici que le cavalier marin est en train, en quelque sorte, de formuler à l'oral ce qu'il avait dit à l'introduction même de son texte donc consacré à Adonis, cet hymne à la gloire de Vénus. Je cite le texte qui introduit l'Adonis et qu'on pourrait associer à cette allégorie inventée par Nicolas Poussin. « Je t'invoque, ô déesse, par qui tourne et se meut la plus bénigne sphère et la plus mansuète sainte mère d'amour, fille de Jupiter, d'où coule toute grâce du jour et messagère ainsi que de la nuit. Toi, qui par ton rayon lumineux et fécond rassérène le ciel et n'amour le monde. » Et l'importance ici que le cavalier marin accorde à Vénus, et Nicolas Poussin, en quelque sorte, le reformule. On dit à quel point Vénus, l'amour, le lait de Vénus, est à l'origine de toute chose. Alors, cette importance accordée à Vénus s'inscrit aussi dans une conception plus générale de l'inspiration. C'est un peu compliqué, mais il est important de le comprendre. Ce sont ici des théories d'essence néoplatonicienne. Platon lui-même, très tôt, s'est interrogé sur l'origine même de la création. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création? C'est un don de Dieu. C'est un don des dieux. Ce sont des états de fureur qui permettent de relier l'être inspiré et la divinité. Et selon Platon, il y a 4 fureurs qui sont origine même de la création, de l'inspiration. Et cette conception des fureurs que Platon va asseoir dans le dialogue d'Ion va être abondamment repris dans les cercles savants florentins à la Renaissance italienne, durant la Renaissance italienne, et théories qui vont d'ailleurs aussi se diffuser dans toute l'Europe au XVIe et XVIIe siècle, jusqu'au cercle poétique français. Pontus de Thiard, vous voyez, le solitaire premier, lui-même va rappeler les origines mêmes de la création poétique. En 4 sortes, je cite, poursuis-je, peut l'homme être esprit de divine fureur. Il faut effectivement, pour créer, être rempli de fureur. La première est par la fureur poétique procédant du don de muse. La fureur poétique. La seconde est par l'intelligence des mystères et secrets des religions sous Bacchus. Et la fureur bachique, la fureur prophétique.
la fureur mystique. La troisième, par ravissement de prophétie, vaticination ou divination sous Apollon. La fureur, vous voyez, elle naît à la fois d'une rencontre avec les muses, aussi avec Apollon, ou encore avec Bacchus, et enfin, la quatrième des fureurs, par la violence de l'amoureuse affection sous Amour et Vénus. La fureur amoureuse. Sachez, pas hésiter, qu'en ce peu de paroles et sous ces quatre espèces sont cachées toutes les plus abstraites et sacrées choses auxquelles l'humain entendement puisse aspirer. Nulle création, vous voyez, sans ces états de fureur, et on comprend que pour le cavalier marin et pour Nicolas Poussin, la principale des fureurs, c'est la fureur de l'amour. Point de création sans ce sentiment d'amour qui permet d'être inspiré et de créer aussi bien de la peinture que de la poésie. Et dans les faits, effectivement, les premières compositions de Nicolas Poussin vont traduire effectivement l'importance qu'il accorde à la beauté du corps et plus spécifiquement au corps de Vénus. Je vous présente ici rapidement toute une série de tableaux tout à fait singuliers. Ici, la Vénus épiée par les satyres, collection privée. Les satyres, vous voyez, qui regardent le corps de Vénus. À nouveau, le tableau de Londres, la Vénus épiée par deux satyres. Toujours des sujets d'une extrême audace, d'une extrême licence. Répète, vous voyez, les motifs de Vénus représentés au premier plan, qui se déploient, qui se donnent à voir, ensommeillée, vous voyez, elle dort, elle se prête au regard, son corps se déploie et suscite, vous voyez, la convoitise, ici, des satyres lubriques, qui regardent le corps de Vénus, mais plus spécifiquement le sexe même de Vénus. Ce sont des iconographies tout à fait singulières. Vous voyez que le satyre s'apprête, vous voyez, à passer au-dessus de la branche et évidemment à vouloir mieux encore regarder le corps de Vénus. Ici, plus audacieux encore, dans le tableau de Londres, vous avez un satyre à l'arrière-plan dont vous notez le bras, vous voyez, qui se glisse dans son entrejambe. Vous voyez, les évocations sont assez explicites et à nouveau, vous voyez, ce sont des tableaux d'une audace iconographique tout à fait singulière. Et l'artiste va vraiment multiplier ses références à la volupté dans de nombreuses compositions. Ici, la Nourrure de Bacchus, qui est l'occasion de présenter au premier plan à nouveau un corps voluptueux. De même, ici, Midas devant Bacchus. À nouveau, encore un sujet, oui, qui pourrait pourtant ne pas se prêter à une représentation érotique, Midas devant Bacchus, mais l'artiste va vouloir insérer au premier plan une figure de la volupté. Comme si l'artiste voulait indiquer qu'il n'est impossible de rentrer dans le champ de la peinture, de comprendre la beauté de la peinture, sans passer en quelque sorte sur le corps de la volupté, sur le corps de la beauté. Alors l'artiste traite la volupté, traite de l'amour, traite des désirs, des pulsions charnelles. Il traite aussi, bien sûr, avec mélancolie aussi des dangers de l'amour. Ici, vous voyez, Acis et Galatée, c'est ce couple qui s'aime, mais au-dessus de ce couple qui s'aime, il y a Polyphène, désespéré, là vous avez un chant de tristesse, un chant mélancolique, puisque Polyphène, que je vous l'avais indiqué précédemment, est amoureux d'Acis, de Galatée, pardon. Il chante son désespoir, sa plainte, c'est une longue plainte, le tableau est chargé d'érotisme, mais aussi de mélancolie, puisque, in fine, effectivement, le Polyphène va tuer Acis en raison de la jalousie que suscite cet amour entre Acis et Galatée. Tristesse, vous voyez, dans cette peinture, mais néanmoins, chez Poussin, quoi qu'il en soit, cette tristesse, ces mises à mort, ces transformations sont toujours l'occasion de métamorphose. Certes, l'amour peut conduire à la mort, mais à l'issue, il y a toujours régénération, renouvellement. Et il le dit expressément dans une composition très singulière, qui peut sembler étonnante, mais qui a un sens très spécifique. Vous avez ici, au cœur de la composition, Pan, et vous avez, à ses côtés, Cupidon qui lui tire en quelque sorte la barbichette. Qu'est-ce à dire, vous voyez, ce montage iconographique un peu singulier, ce Pan à genoux, vous voyez, avec Cupidon qui l'attrape par la barbichette. C'est un tableau assez amusant. C'est une représentation de la toute-puissance de l'amour. Pan signifie tout, omnia, et vous avez ici l'amour qui vient tirer en quelque sorte la barbichette du dieu tout. Et c'est une illustration du célèbre vers de Virgile, Amor vincit omnia, l'amour vainc tout. C'est la toute-puissance de l'amour. Quoi qu'il en soit,
toute personne est soumise à l'autorité de l'amour, personne ne peut échapper à l'amour, et d'ailleurs, ce que dit Virgile dans ses Bucoliques, il faut que même si nous sommes dans la tristesse, dans la peine, dans la souffrance, quoi qu'il en soit, il faut toujours céder à la puissance de l'amour. Vous voyez, amor vincit omnia, et nos cedamus amori, et nous tous cédons à l'amour. Donc l'artiste, vous voyez, n'aura de cesse, vous voyez, de relater, vous voyez, la toute-puissance de l'amour dans ses formes les plus positives, les désirs, les pulsions, les récréations, l'allégresse ici que je représente ici avec la bacchanale devant un terme, mais aussi dans ses formes les plus tristes, puisque l'amour peut susciter effectivement de la jalousie, de la souffrance, du deuil, mais quoi qu'il en soit, à l'issue, il y a toujours régénération, renouvellement. Alors, ce premier rappel un peu rapide, vous voyez, de la production de Poussin entre 1624 et le début des années 1630 permettent déjà un tout petit peu de mieux comprendre les bacchanales de Richelieu. Souvenez-vous, je disais que l'historien anglais proposait une lecture morale de ces compositions. Vous auriez d'une part l'amour impur, l'amour lascif, l'amour libidineux, l'amour voluptueux, le triomphe de Pan ou de Bacchus, et puis le sacrifice à Bacchus, et puis le triomphe de Bacchus, qui serait la représentation du noble amour. Lorsque l'on considère l'œuvre de Poussin, cette interprétation ne peut pas se maintenir. Poussin n'a pas un regard moral, vous voyez, sur l'amour, du moins jusqu'au début des années 1630. Au contraire, vous voyez, il considère, vous voyez, si vous pensez à l'allégorie consacrée au cavalier marin, il considère que l'amour et les pulsions amoureuses, cette Vénus de la terre, cette Vénus qui irrigue de son lait la nature, cette Vénus contribue à l'élévation de l'esprit, elle contribue à l'inspiration poétique. Et donc la pulsion sexuelle, bien sûr, elle doit être contrôlée, mais elle appartient à l'essence des choses. Vous voyez, donc il n'y a pas un regard moral sur cette iconographie, et donc il faut renoncer, en tout cas, à la proposition de Coll. Voilà pour une chose. Alors, dans un deuxième temps, comme je vous le disais, pour comprendre ces trois bacchanales et leurs mystères, ça suppose les replacer dans le contexte iconographique développé au château de Richelieu. Alors, je serai volontairement bref, puisqu'il me manque du temps. Mais en synthétisant, il est facile de montrer que, indubitablement, la proposition faite par Delphine Bastet est tout à fait soutenable. Il est frappant de voir que l'iconographie développée au château de Richelieu vient effectivement traduire cette dialectique entre la guerre et la paix. Tout le programme iconographique vient réaffirmer cette dialectique de la guerre et de la paix, de la guerre qui amène et qui conduit à la paix, thème que l'on retrouve effectivement dans les bacchanales de Richelieu. Alors pour ce faire, vous voyez là, vous avez une vue du château et on s'intéressera à simplement deux lieux, je serai rapide. D'une part, l'entrée du château. À chaque fois, je m'appuie de gravure parce que malheureusement, il ne reste plus rien du château, à l'exception d'un pavillon de l'avant-cour. L'entrée, vous avez ici Louis XIII, c'est un château à la gloire du roi. Ne faites pas l'erreur de Fouquet, vous voyez, donc Richelieu va glorifier la figure du roi dans ce château. C'est un château à la gloire du prince, à la gloire du roi. Et l'entrée, c'est une entrée qui met en scène le roi guerrier. Le roi de guerre, vous voyez Louis XIII, la sculpture de Louis XIII, vous voyez, qui est sous ce dôme, habillé à l'antique, en guerrier antique, en imperator, c'est le roi victorieux. De part et d'autre de sa figure, vous avez ce qu'on appelle des colonnes rostrales, des colonnes avec des rostres, évocation des triomphes de Louis XIII sur la mer. C'est une mise en scène, vous voyez, du roi guerrier victorieux. Et dans la partie inférieure, dans les niches, vous avez deux divinités de sculpture antique. Richelieu avait orné son château de merveilleuses sculptures qu'il avait acquises sur le marché romain, certaines de très très grande qualité. Et dans ces niches, vous aviez deux divinités qui viennent réaffirmer le sens même de l'entrée. À gauche, vous aviez une représentation de Mars, le dieu de la guerre, et pour peu qu'on n'ait pas compris. Et à droite, Hercule, figure de la force. Vous voyez, le roi de la guerre, le roi victorieux, Mars et Hercule. Dès lors que vous passiez de l'autre côté de cette entrée, une autre version, un autre temps, désormais ce n'est plus Mars et Vénus qui sont dans les niches, c'est Vénus et Apollon. Vous voyez, donc on quitte le temps de la guerre pour pénétrer dans le château, et désormais un autre temps, c'est celui de la paix,
Vénus, la déesse de la beauté, la déesse aussi de l'amour, de la fécondité, associée à Apollon, le dieu de la lumière et de l'harmonie. Tant de guerre, tant d'amour et de paix. Dans la structure, je vous présente la sculpture qui est aujourd'hui au musée du Louvre, la Vénus, vous voyez, qui était dans l'une des niches, donc, l'une des niches que je viens de vous montrer. La structure même du château le dit à nouveau. La structure du château, très brièvement, le corps central, dans lequel vous aviez des appartements de Richelieu et du roi Louis XIII, le corps central qui donnait accès à deux ailes. L'aile de gauche, entièrement consacrée à la gloire du roi, c'est la galerie des batailles. On retrouve, oui, le thème de la guerre, le roi victorieux, le prince guerrier, le roi, la galerie de la guerre, et à l'opposé, l'autre aile consacrée à la reine. Et dans cette aile, consacrée dans cette aile, vous avez toute une iconographie qui vient traduire à nouveau le plaisir des sens, la beauté du printemps, la régénération, le retour à la nature. Deux ailes, vous voyez, le temps de la guerre et l'aile de la reine, le temps de la paix et de la régénération. On retrouve à nouveau, vous voyez, cette dualité, cette dichotomie entre guerre et paix. Mais ce qui est frappant, quoi qu'il en soit, évidemment, si cet ensemble iconographique vient confirmer les propositions développées par Delphine Bastet, il me semble que néanmoins la proposition est incomplète. On remarque tout d'abord d'emblée, si l'on considère le portique, la présence de Vénus. Le thème de Vénus, à nouveau, elle est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, elle est présente d'emblée. Et vous notez également que, la chambre, l'appartement du roi, connexe à l'appartement de la reine, est articulé par le cabinet même. Et ce cabinet dans lequel vous aviez les triomphes, les bacchanales, les triomphes de Bacchus, de Pan et de Silène, ce cabinet est à l'articulation à nouveau de l'appartement du roi et de l'appartement de la reine. Vous voyez, donc ça suppose certes effectivement, c'est la thèse d'une iconographie qui viendrait donc mettre en lumière le temps de la guerre, donnant accès au temps de la paix, est tout à fait justifiée, mais elle me semble incomplète. Il faut considérer plus spécifiquement la singularité de la présence de Vénus et l'emplacement spécifique de ce cabinet qui est à l'articulation de l'appartement du roi et de l'appartement de la reine. Et dès lors que l'on fait ce travail, on verra que, effectivement, des compléments méritent tout à fait d'être développés. Alors, je voudrais désormais m'intéresser, en 10 minutes, aux dessins préparatoires et aux sources iconographiques que l'artiste a utilisées pour mettre en scène, penser ces images. Et il est frappant de voir que l'ensemble de l'iconographie sollicitée par l'artiste pour créer ces images, de même que ses premières idées, l'ensemble de ces dessins ou de ces gravures ont une charge éminemment érotique. Il y a clairement des références sexuelles très fortes dans les références que l'artiste va utiliser. Je vous présente ici un dessin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce à dire que ce dessin qui n'a rien à voir avec les compositions? C'est en fait une première idée concernant la figure de Silène. On a vu le triomphe de Silène, et dans un premier temps, Nicolas Poussin a souhaité, comme le prouve ce dessin, mettre en image, non pas le triomphe de Silène, mais le sommeil de Silène. Le sommeil de Silène. Et l'artiste vient illustrer ici un épisode relaté dans les Bucoliques de Virgile, Silène endormie, qui va être réveillée par des bergers et la nymphe Églée. Voilà, première idée de Poussin, autour de la figure de Silène, épisode inspiré de la poésie antique, Virgile, et cet épisode est éminemment érotique. Pourquoi ? Silène s'est endormie, des bergers voient Silène endormie, vont s'amuser en fait à lier Silène, ils vont le lier, ils vont lier ses pieds, ses mains. Silène va se réveiller et à son réveil, les bergers, aidés par la nymphe Églée, vont s'amuser à barbouiller son visage de murs. Ils vont écraser les murs et ils vont barbouiller le visage de Silène. Silène, vous voyez, manifeste de l'amusement, un peu de mécontentement et de l'amusement. Il demande à être dénoué, à être délivré, et les bergers, de même que la nymphe Églée, accepteront de le délier sous condition qu'il chante. On veut que Silène, qui est un très grand chanteur, chante.
Silène dit « Je chanterai, je réaliserai la récompense que vous désirez pour me délier, pour me libérer, mais Aiglé, je vous offrirai une autre récompense. » Vous voyez le sens explicite de la récompense que Silène veut donner à Aiglé. Iconographie, vous voyez, clairement érotique. Érotisme également dans la source même de ce motif, puisque Nicolas Poussin, pour définir le corps de Silène, emprunte en fait ce motif à une gravure de la Renaissance. Le sommeil ici de Silène, il reprend précisément le motif, Silène ivre, et c'est un sommeil érotique, et je ne vais pas développer les éléments iconographiques qui l'entourent. Vous voyez que Silène s'endort sous une treille, en quelque sorte. Vous voyez des arbres dans lesquels s'entremêlent des vignes. En fait, c'est un topos de l'évocation cryptée de l'accouplement. L'accouplement, je le dirai tout à l'heure très rapidement. Et vous noterez, par exemple, dans le tronc à l'extrême gauche, vous voyez le tronc qui est situé au-dessus du visage de Silène, à nouveau les références clairement érotiques. Donc c'est le sommeil de Silène, le sommeil érotique de Silène, et Poussin va puiser ce motif pour penser cette première composition. Concernant le triomphe de Bacchus, voici le premier dessin, la première idée que l'on conserve de ce triomphe. Très différent, vous voyez, de la dernière réalisation. On voit une très longue gestation de la pensée de Poussin, depuis ses premiers dessins jusqu'à la réalisation définitive. Vous voyez Bacchus au cœur de la composition qui tient un pot de vin. C'est un Bacchus qui vient porter le vin. Il est victorieux des Indes et il va manifester son triomphe, sa victoire, en déversant du vin. Il vient apporter à la civilisation du vin. Donc on voit ici l'artiste porter une attention spécifique au thème du vin. Deuxième dessin, vous voyez, malheureusement c'est un dessin, vous voyez, qui est un peu saturé, j'en suis désolé, difficile à lire. Alors croyez-moi, je serai rapide. Là, l'iconographie semble fixée, mais vous avez, on voit Bacchus triomphal, le char de Bacchus avec Cupidon qui conduit le char, le fils de Vénus. Et vous avez dans la partie supérieure Silène qui brandit ici un pot de vin, et à l'extrémité de la composition, toujours au dernier plan, vous voyez une autre figure qui semble brandir à nouveau des branchages et qui tient une gerbe de blé. C'est une évocation de Cérès. Le vin et le blé, et là, on pense spontanément, et Poussin y fait explicitement référence, à un proverbe extrêmement célèbre, très connu au XVIIe siècle, qui tire ses origines dans un texte de Terence. Sans le vin, sans Bacchus et sans Cérès, sans le vin et sans le blé, Vénus se refroidit. Vous voyez, il faut du vin, il faut du blé pour enflammer Vénus. Et ici, Poussin le dit implicitement en mettant en scène le thème du vin et le thème du blé. Il renoncera, vous voyez, finalement, à cette composition, à cette idée, mais il est frappant de voir que dans ces dessins préparatoires, vous avez ces allusions éminemment érotiques. Enfin, la dernière des compositions, celle pour laquelle on a le plus de dessins préparatoires, le triomphe de Pan, peut-être, vous voyez, le triomphe de Bacchus, in fine, puisque ça pourrait être plutôt un sacrifice donc à Bacchus et non pas à Pan, selon la proposition de l'historien anglais. La première idée, elle est tout à fait différente. Voilà un dessin. On retrouve effectivement des éléments qui structurent la composition définitive. Vous avez ici donc le terme, avec ici une ménade qui vient orner de guirlandes de fleurs le terme. Vous avez ici l'ivresse d'un satyre. Vous avez à nouveau la ménade, vous voyez, qui est saisie par un sylvain, que j'avais évoqué également tout à l'heure. Et au cœur de la composition, cette figure, qui semble être une figure féminine, mais c'est précisément Bacchus. C'est le Bacchus juvénile, le Bacchus qui vient écraser une grappe de raisin. Il est l'inventeur du vin, il écrase la grappe, il va remplir la coupe de vin, vous voyez, par cette grappe de raisin écrasée. Et dans la partie supérieure, on voit effectivement des amours qui sont en train de tout simplement, de cueillir des grappes de raisin. À l'arrière-plan, une cuve qui va servir de pressoir. Donc, vous avez une représentation de ce qu'on appelle le Bacchus lénéen, le Bacchus associé à la pratique du vin écrasé. Donc, le Bacchus de la cuve. Tout
à fait intéressant parce que vous notez qu'au cœur de la composition, on retrouve Bacchus, ce qui viendrait en quelque sorte conforter l'hypothèse de l'historien anglais qui songeait, qui estimait que le terme qui est au cœur de la composition définitive, qui semblerait être Pan, ne l'était pas, mais serait Bacchus. Et il est frappant de voir qu'effectivement, la première idée, au cœur de la composition, c'est effectivement Bacchus. L'artiste va sans cesse réaménager sa composition, on va le voir très rapidement. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette image se nourrit de toute une série de gravures à caractère érotique. D'une part, le sacrifice à Priape du maître Audet, une gravure de la Renaissance très célèbre. Poussin va reprendre certains motifs, notamment le motif ici de la ménade dans la composition définitive qui vient orner le terme, le motif également aussi du bouc qui sera l'objet d'un sacrifice. Autre motif que l'artiste va utiliser, c'est le terme ityphalique. On voit ici, vous voyez que l'artiste, dans un premier temps, va représenter un terme avec un sexe en érection. Vous voyez, donc, le terme évocation de l'abondance, de la fécondité, de la fertilité. Vous voyez, une référence explicitement érotique. Il emprunte ce motif à une gravure importante de Marco Dante. Et il est intéressant de voir, vous voyez, que ce motif aussi dérange aussi en quelque sorte le regard du spectateur. Vous avez une seconde édition de la planche, un peu plus tardive, et vous voyez qu'on a émasculé la figure, vous voyez, du terme, qui n'est plus ityphalique. On lui a supprimé sa protubérance en raison évidemment de sa dimension licencieuse. Et Poussin, en quelque sorte, lui-même aussi va édulcorer sa composition, retirer ces éléments trop chargé en référence érotique. Il va bouleverser peu à peu sa composition, la figure de Bacchus disparaît, il réaménage sans cesse ses principaux motifs, le terme est toujours présent, et peu à peu ce terme, vous voyez, le terme ityphalique qui était en marge de la composition, va peu à peu occuper le centre de la composition. Là, il est toujours en marge, on voit le terme, mais cette fois-ci, il l'a émasculé, il n'y a plus, vous voyez, ce n'est plus un terme ityphalique. Là, dans une autre composition, vous voyez que l'artiste toujours souhaite placer au cœur de sa composition la cuve, mais la figure de Bacchus a disparu, et le terme est en train de glisser, vous voyez, progressivement vers le centre de la composition, et in fine, dernière idée, vous voyez, Bacchus disparaît, et au cœur de la composition, vous avez ce terme, cette figure à laquelle est consacrée une dévotion toute spécifique, un sacrifice. C'est une figure de l'abondance, une figure de la fécondité, de l'abondance, de la nature, de la richesse, de la nutrition, de l'ensemencement. Tout à fait singulier, tout à fait particulier. Et lorsque l'on replace effectivement cette composition dans son processus de création, on remarque de manière incontestable que les références sont éminemment érotiques. Alors comment justifier, comment comprendre ces références qui sont extrêmement érotiques pour un lieu consacré à la figure du prince. Pour le comprendre, il suffit effectivement de replacer ces images dans le contexte politique de 1635. Il faut savoir que Louis XIII a épousé Anne d'Autriche en 1615. 20 ans plus tard, en 1635, malheureusement, Anne d'Autriche n'a toujours pas d'enfant. On assiste à une crise dynastique qui ébranle en fait l'autorité royale, donc ça va susciter des frondes, des querelles, aussi des rumeurs. On considère que la reine est inféconde, on reproche aussi au roi de manquer de vigueur. Le couple royal, d'ailleurs, va profiter en 1633 des eaux ferrugineuses de Forges-les-Eaux. Oui, on va les inviter à boire de l'eau de sorte à leur redonner plus de vigueur, plus de force. Richelieu, d'ailleurs, ira également donc à Forges-les-Eaux. Parallèlement, la reine va sans cesse être sollicitée, vous voyez, pour endurer un certain nombre de pratiques, vous voyez, pour pouvoir retrouver de la fécondité. C'est dire, vous voyez, la gravité de la situation. Et tout indique que le cabinet du roi, dans sa coloration érotique, ludique, récréative, est un cabinet qui vient traduire, bien entendu, le prince victorieux, qui vient traduire la période de paix, qui doit naître des guerres et des victoires, mais qui vient aussi traduire la nécessité, l'urgence aussi de l'ensemencement.
Et vous avez dans cette iconographie un élément spécifique qui vient cette fois-ci le prouver avec certitude. Noté à l'arrière-plan, on le voit aussi sur la décomposition définitive, mais aussi sur le dessin qui est ici présenté, vous notez dans la partie supérieure des arbres dans lequel s'entrelace une vigne. Ce motif est un topos, comme je vous le disais, de l'accouplement. L'accouplement, on le voit apparaître dans la gravure que Poussin avait déjà utilisée, topos du mariage, de l'union, voire de l'accouplement. Alors, le motif tire ses origines du texte d'Ovide, les Métamorphoses d'Ovide, les amours de Vertume et Pomone. Très rapidement, je m'arrêterai ici, les amours de Vertume et Pomone. Pomone ne veut se donner à aucun homme. Et Vertume, le dieu des jardins, désire la belle Pomone. Comment faire, vous voyez, pour approcher la belle Pomone? Il va donc trouver un lieu pour la rencontrer, et le lieu de leur rencontre, ce sera précisément sous une vigne qui s'est enlacée dans un arbre, dans les branches d'un arbre. Et Vertume a pris les formes d'une vieille femme, et il va inciter la belle Pomone à s'engager dans un mariage. Il est amoureux d'elle, il voudrait l'inviter à s'engager dans un mariage, et il trouve un subterfuge, l'évocation précisément de cette vigne, vous voyez, qui s'entrelace dans cet arbre. Que dit-il? Vertume, le dieu des jardins, s'il restait dressé, il regarde cette vigne qui vient se nouer dans les troncs de l'arbre, s'il restait dressé, tronc solitaire, sans sarment de vigne, il parle de l'arbre, il ne porterait que des feuilles. Vous voyez, cet arbre serait sans beauté, il ne serait que des feuilles, rien ne le rendrait attirant. La vigne aussi, qui lui est unie, se repose sur l'orme. La vigne, elle a besoin, vous voyez, de l'orme, elle a besoin de l'arbre pour se développer. Si elle n'avait pas été mariée avec lui, elle serait couchée à terre. Toi, pourtant, tu es insensible à l'exemple de cet arbre, tu fuis les rencontres, et tu ne te soucies pas de mariage. Vous voyez, donc, vous voyez que la vigne et l'orme vient évoquer la nécessité de l'union. Ici, union matrimoniale, mais comme je vous disais, c'est un topos en fait, qui va nourrir toute la poésie de la Renaissance. Chez Ronsard, ce n'est pas seulement un mariage, c'est aussi un accouplement. Oui. Je cite Ronsard, vous voyez, le sonnet pour Hélène de 1578. « Plus étroit que la vigne à leurs mots se marie, du bras souplement fort, du lien de tes mains maîtresse, je te prie, enlace-moi le corps. » Évocation, vous voyez, à l'enlacement. « Et feignant de dormir, d'une mignarde face, sur mon front penche-toi, inspire en me baisant ton haleine et ta grâce, et ton cœur dedans moi. » Et donc, vous voyez à quel point ce motif est chargé érotiquement. C'est une invitation à la fois à l'union de l'esprit, mais aussi à l'union des corps. Et donc ce cabinet, vous voyez, qui est à l'articulation de l'appartement du roi et de la reine, c'est un cabinet qui vient inviter en quelque sorte Louis XIII, vous voyez, à retrouver la reine et à se laisser porter par le plaisir des sens. Le vin, vous voyez, le vin évidemment a des méfaits. Pour peu qu'on en boive trop, évidemment, on devient ivre et non seulement on s'endort, mais pour peu qu'on sache boire modérément le vin, ce vin devient un médicament, un revigorant, vous voyez, qui va donner des aspirations à l'amour. Donc voilà, vous voyez, le sens qu'il faut, à mon avis, donner à ce mystérieux cabinet à la gloire de la guerre, cabinet à la gloire de la paix, mais aussi cabinet à la gloire de l'amour. Il y a une invitation faite au roi pour retrouver la reine dans l'espoir, effectivement, que cette reine puisse donner enfin un fils au royaume de France. Alors le cabinet, bien qu'il n'ait jamais été finalement vécu et goûté par le roi et la reine, quoi qu'il en soit, ce cabinet peut-être aura contribué à une naissance, puisque donc Anne d'Autriche accouchera donc en 1638 enfin d'un enfant, en septembre 1638. Enfin, cet enfant sera né. Je disais que, pour conclure, que cette iconographie, finalement, ce cycle a suscité finalement peu d'intérêt du grand public. C'est une iconographie complexe, mystérieuse, qui suscite aussi, vous voyez, des interprétations divergentes chez les historiens de l'art. Mais il faut savoir que peut-être un artiste, plus que tout autre, je vais passer
a compris, en quelque sorte, de manière intuitive, le sens, en fait, de ces tableaux. C'est Picasso. Picasso, en 1944, 3 siècles plus tard, va copier, va s'inspirer de la bacchanale dite de Pan, le sacrifice, vous voyez, à Bacchus, la bacchanale dite de Pan. Il va la réinterpréter, non pas à partir de l'original de Londres. Il existait une copie qu'on croyait être un original au milieu du XXe siècle en France. Le tableau était au Louvre. Il va copier ce tableau en 1944. Et donc, vous voyez là, évidemment la valeur symbolique évidemment, de cette peinture. C'est au lendemain de la libération de Paris. Ici, le temps de la guerre, mais enfin le temps de la paix. Et donc Picasso, vous voyez, en quelque sorte, donne une interprétation très politique de cette image. Il vient, par sa peinture, évoquer le temps des réjouissances, le temps de la paix, comme s'il avait compris la fonction même de ce tableau, qui est évocation, effectivement, de la prospérité, de l'abondance et de la paix, mais pas seulement de la paix, mais aussi le temps aussi de la fertilité et dans le semencement. 1944, Poussin... Picasso vient de rencontrer Françoise Gillot. Il l'a rencontré quelques semaines plus tôt. Il tombe aussitôt amoureux de Françoise Gillot. Et de cette femme naîtra 2 enfants. Et 2 enfants qui seront pour Picasso aussi l'occasion de célébrer justement la beauté du corps, la beauté d'une femme enceinte. La femme enceinte qui a été réalisée en 1950 par Picasso et qui vient évoquer la fertilité de la femme et le renouveau, la régénération. Je vous remercie. Je suis désolé, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Mais...